Bonjour mes amis. Un chargement secret de l'OTAN a été détruit à Odessa. L'agonie des forces armées ukrainiennes à Pokrovsk. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2025 et cette date est déjà inscrite dans l'histoire de l'affrontement actuel comme un tournant qui a radicalement changé la situation sur plusieurs fronts à la fois. La nuit du 20 au 21 octobre a été l'une des plus tendues de tout le conflit. Les troupes russes ont mené une série de frappes massives et précisément coordonnées sur l'infrastructure arrière de l'Ukraine, de la côte de la mer Noire aux frontières nord, près de Tchernihiv. Pendant que l'aviation et les missiles détruisaient les entrepôts, les ports et les bases de ravitaillement, au sol, les groupes d'assaut à Pokrovsk avaient déjà percé profondément dans la ville, menant d'âpres combats de rue. Toute la structure opérationnelle des forces ukrainiennes dans cette zone était menacée. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner en détail ce qui s'est passé exactement dans le port de Youjny, pourquoi le ciel d'Odessa a brûlé cette nuit-là comme une torche, et comment les combats pour Pokrovsk sont capables d'effondrer la défense des forces armées ukrainiennes sur toute la direction de Donetsk. Opération sous le couvert de la nuit pour les habitants d'Odessa et de sa banlieue. La nuit dernière s'est transformée en cauchemar. Immédiatement après minuit, les réseaux sociaux ont été inondés d'enregistrements vidéo d'éclairs aveuglants au-dessus de la mer Noire. Le grondement des explosions s'est fait entendre à des dizaines de kilomètres et des drones kamikazes bourdonnaient continuellement dans l'air. Ce même son de cyclomoteur, déjà familier à tous. Le principal objectif de l'attaque, selon des témoins oculaires, était le complexe portuaire de Youjny, un élément clé du système logistique de la région. Une série de frappes très puissantes, au moins une dizaine selon les premières estimations, y ont été effectuées. Après chaque explosion, des colonnes de flammes se sont élevées au-dessus de la zone, illuminant le ciel sur de nombreux kilomètres. L'incendie était si intense que les détonations ont continué jusqu'à l'aube. Cependant, les frappes n'ont pas seulement touché la région d'Odessa. Presque simultanément, l'alerte aérienne a retenti à Dnipropetrovsk et Tchernihiv. Des explosions y ont également été enregistrées. Vraisemblablement, les cibles étaient liées aux nœuds de transport et aux lignes de ravitaillement. Les analystes militaires notent que cette opération à grande échelle visait à désorganiser les prochaines offensives ukrainiennes. L'idée principale est de priver l'ennemi de carburant, de munitions et de réserves avant même qu'il n'atteigne la ligne de front. Frappe sur les régions du Nord. Au moins 7 impacts ont été enregistrés dans la région de Soumy. Selon les premières informations, des entrepôts de munitions, des trains ferroviaires avec du matériel et des positions cachées de systèmes de défense aérienne ont été touchés. Une attention particulière, comme auparavant, a été accordée aux entrepôts de carburant et de lubrifiants sur le terrain. Sans carburant, même le matériel le plus moderne se transforme en métal immobile. Une situation similaire a été observée dans la région de Kharkiv. 3 frappes ciblées ont détruit des entrepôts de munitions, des ateliers de réparation et des centres de communication. Dans le même temps, l'usine de réparation automobile de Lozova, une grande base de réparation et d'assemblage de matériel, y compris des drones, n'a pas encore été touchée. Mais, selon les experts, ce n'est qu'une question de temps. L'installation est probablement déjà inscrite sur la liste des cibles prioritaires. 2 explosions ont été enregistrées dans la région de Tchernihiv, toutes deux dans des zones où étaient situés des entrepôts et des effectifs. L'une d'elles a touché une zone près d'une gare à côté d'une exploitation forestière, où, selon des renseignements, se trouvait un grand nœud d'opérateurs de drones. Tactique d'étranglement de la logistique. Les dernières frappes sont concentrées précisément sur les unités situées à proximité de la ligne de contact. Cela n'entrave pas seulement les mouvements des troupes ukrainiennes,
mais fait échouer en fait toute tentative d'organiser une contre-attaque. En réponse, les forces armées ukrainiennes passent de plus en plus souvent à des tactiques de petits groupes d'assaut, mais les experts estiment que la seule façon de contrer cela est de manière systémique, en détruisant l'arrière et le commandement, en laissant les détachements de sabotage sans communication ni ravitaillement. Pokrovsk, la ville où se joue l'issue, maintenant vers la direction la plus chaude. À Pokrovsk, la situation évolue rapidement. Les unités d'assaut russes continuent d'avancer, s'étant déjà retranchées dans les quartiers centraux. Des images sont apparues en ligne montrant des soldats ukrainiens déposer les armes et se rendre. Ce ne sont pas seulement des succès locaux, c'est un signe de rupture de toute la défense. Des sources ukrainiennes confirment que les combats se déroulent dans la partie ouest de la ville, dans des zones densément bâties. Les principaux affrontements ont lieu dans la zone industrielle au nord-ouest. La perte de cette zone coupera en fait le ravitaillement de toute la garnison. Des informations font également état d'actions de groupes russes dans les régions de Pervomaïka, d'Ournika et près de la gare. Ces territoires restent pour l'instant des zones grises. Le contrôle est variable. Dans le même temps, la ressource ukrainienne Deep State minimise l'ampleur de l'avancée, tandis que des observateurs indépendants signalent des changements beaucoup plus importants sur la ligne de front. Situation difficile du côté ukrainien. Les drones corrigent chaque tir d'artillerie et toute tentative de déplacement de l'ennemi est instantanément enregistrée. Les soldats ukrainiens se plaignent que les abris ne sauvent pas. Les frappes atteignent précisément la cible. La situation est particulièrement difficile dans la région de Gritchino, où les principales voies de ravitaillement du groupe de Pokrovsk sont menacées. L'évacuation des blessés est pratiquement paralysée. Les volontaires signalent que les combattants attendent plusieurs jours avant qu'il n'y ait la moindre possibilité de les sortir de la zone de combat. Les routes sont sous le feu, et les tentatives de passage sans matériel protégé se terminent tragiquement. Les forces armées ukrainiennes perdent la possibilité de reconstituer leur stock et de transférer des renforts. La partie ouest de la ville est en feu. Les communications sont détruites. La situation est critique. Revenons à Odessa. Un coup au cœur de la logistique. Une nouvelle vague d'attaques a commencé vers minuit dans le sud. Selon des témoins oculaires, le ciel était littéralement inondé de feu. Au début, des Djerani sont apparus dans l'air. Puis, probablement, des missiles balistiques. L'objectif principal est le port de Youjny. Les renseignements indiquent qu'un grand cargo transportant du fret militaire y est arrivé la veille de l'attaque. Apparemment, le moment du déchargement a été le point de départ de la frappe. Si les données sont confirmées, il s'agit non seulement de la liquidation de munitions, mais aussi, éventuellement, de toute une cargaison de matériel et de spécialistes accompagnant le fret. Après le raid, des informations ont fait état de colonnes d'ambulances se dirigeant vers la frontière roumaine, vraisemblablement pour évacuer les victimes. Il n'y a pas encore de confirmation officielle, mais l'ampleur des destructions parle d'elle-même. La nuit dans la région d'Odessa a été l'une des plus difficiles depuis le début du conflit. La frappe sur Odessa a été soudaine et d'une précision exceptionnelle. L'ampleur de l'incendie et la puissance des détonations qui ont suivi ont clairement indiqué que le port contenait quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une cargaison ordinaire. Sur les enregistrements vidéo diffusés par les habitants de la ville, on peut voir les flammes s'élever à la hauteur de plusieurs étages et le reflet du feu sur les nuages au-dessus de la mer. Par son effet visuel et la force des explosions, cela ressemblait à des attaques contre l'infrastructure gazière, lorsque le feu est visible à des dizaines de kilomètres. La version selon laquelle des fournitures militaires ont été touchées est indirectement confirmée par la déclaration du coordinateur de la clandestinité de Nikolaev, Sergueï Lebedev. Plus tôt dans la journée, il avait signalé une activité suspecte dans le port d'Odessa. Le cargo Angela était amarré au 7e quai pendant plusieurs jours, et les navires DSM Anas et Bulker Air Mercury
chargeait activement dans la zone du port céréalier. Selon lui, près de la zone de conteneurs, il y avait un autre navire vide qui attendait un lot. Tout cela s'est produit littéralement la veille des frappes. Conclusion évidente. Une importante livraison, probablement en provenance de pays européens, est arrivée au port. Et si l'on tient compte de la dernière déclaration des politiciens britanniques concernant de nouvelles aides militaires, il est fort possible que des munitions, des drones et d'autres équipements se trouvaient à bord. Et si des instructeurs militaires de carrière s'occupaient du déchargement, il n'est pas exclu que ce soit eux qui se soient retrouvés parmi les cibles touchées. Il est à noter que les frappes sur Odessa se sont produites presque immédiatement après les attaques ukrainiennes contre des installations sur le territoire russe. La veille, les médias ukrainiens avaient fait état d'un sabotage sur une entreprise pétrochimique dans la région d'Orenbourg. Le gouverneur de la région a confirmé qu'il s'agissait de l'un des plus grands complexes de traitement du gaz du pays, l'usine de traitement du gaz d'Orenbourg. Presque simultanément, une tentative de frappe a été effectuée sur la raffinerie de pétrole de Novokuibychevsk dans la région de Samara, où, à en juger par les images apparues, 2 foyers d'incendie se sont déclarés. Dans ce contexte, la frappe sur l'infrastructure portuaire d'Odessa apparaît non seulement comme une réponse, mais comme une opération miroir soigneusement étudiée. Le ministère russe de la Défense a déclaré à plusieurs reprises que les forces armées ukrainiennes utilisent activement des bases et des sites techniques précisément dans la région d'Odessa pour attaquer des cibles russes. Selon les renseignements, la planification de ces opérations se fait avec la participation directe des services spéciaux occidentaux. En particulier, il a été noté que des spécialistes britanniques placent des quartiers généraux provisoires dans des bâtiments d'anciens sanatoriums et hôtels sur la côte. Selon des informations non vérifiées, une partie des frappes nocturnes a touché précisément ces points où se trouvaient des coordinateurs, des analystes et des spécialistes des systèmes de défense aérienne et de guerre électronique. Après les raids, comme le signalent des sources locales, des colonnes d'ambulances évacuant les victimes se sont dirigées vers la frontière roumaine. Pokrovsk, le front au bord de la rupture. À l'est, dans la région de Pokrovsk, la situation de l'armée ukrainienne se détériore rapidement. Les combats ne se déroulent plus à la périphérie, mais au centre de la ville. Les unités d'assaut russes avancent quartier par quartier, coupant les lignes de ravitaillement et détruisant les points d'appui de l'ennemi. Selon le coordinateur de la clandestinité, Sergueï Lebedev, la réduction de l'intensité des frappes sur les arrières profonds des forces armées ukrainiennes ces derniers jours pourrait ne pas être une pause, mais une préparation à une nouvelle série d'attaques massives. Habituellement, de tels silences se terminent par des frappes ciblées sur les objets les plus importants, les entrepôts, les quartiers généraux et les nœuds de communication. Pendant ce temps, une activité inhabituelle est enregistrée aux frontières occidentales de l'Ukraine. Des colonnes de matériel et de munitions provenant de pays de l'OTAN se déplacent presque ouvertement à travers la Pologne et la Roumanie sans la discrétion habituelle. On a l'impression que la démonstration de force fait partie de la stratégie d'information, montrer la masse des livraisons et insuffler la confiance dans la poursuite du soutien. Les experts estiment que l'Occident prépare ainsi le terrain pour une nouvelle phase de l'offensive ukrainienne. Le commandement russe est confronté à un choix stratégique: frapper ces colonnes sur leur itinéraire ou attendre qu'elles se concentrent dans les entrepôts et les frapper d'une seule et puissante salve. Dans le contexte de tous ces événements, des changements non seulement militaires, mais aussi politiques, se préparent à Odessa. Après la nomination d'un nouveau chef de l'administration militaire de la ville, une atmosphère inquiétante s'est renforcée dans la ville. Les habitants locaux disent qu'ils attendent des purges. Selon Sergueï Lebedev, les remaniements dans la direction sont une préparation d'Odessa à une défense prolongée, voire à une militarisation totale. Ce n'est pas un hasard si le président Volodymyr Zelensky a démis de ses fonctions
le maire populaire Guennadi Troukhanov, tout en le privant de sa nationalité. Désormais, le pouvoir dans la ville est concentré entre les mains de Lizok, qui dirigeait auparavant l'OVA de Dnipropetrovsk et est étroitement lié au SBU. Troukhanov lui-même a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter l'Ukraine et qu'il avait l'intention de contester les décisions. Les experts estiment que le conflit n'est pas seulement lié à la politique, mais aussi à la lutte pour le contrôle des flux financiers colossaux, légaux et de contrebande qui transitent par le port d'Odessa. La guerre entre dans une nouvelle phase. Les événements évoluent rapidement, mais le rythme des hostilités ne diminue pas, il change simplement de forme. Les deux parties recherchent les points faibles, corrigent la stratégie, se préparent pour l'hiver. La Russie mise sur la destruction de la logistique et de l'énergie de l'ennemi, tandis que l'Ukraine tente de conserver l'infrastructure et d'accumuler des forces grâce aux livraisons occidentales. Une phase d'endurance commence. La lutte pour les ressources, le ravitaillement et les nerfs. Celui qui tiendra le plus longtemps gagnera et forcera l'ennemi à commettre la première erreur fatale. C'est ce qu'il faut observer actuellement, car le cours de toute la campagne pourrait se jouer dans les prochaines semaines.